Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Pour ce dernier mois de l'année 2024, on vous prépare deux surprises très sympas. En effet, comme il n'y a plus vraiment de nouveautés au programme, on s'est penché sur un programme un peu spécial. Tout d'abord, on va fêter un anniversaire, les 20 ans d'une maison d'édition dans laquelle travaillent des gens qu'on apprécie beaucoup d'une part, et qui dit toujours des mangas capables de très souvent nous surprendre. Cette maison d'édition, c'est Kiun. Oui, Kiun a 20 ans, donc on va parler un peu de leur manga, mais on va commencer non pas avec leurs classiques, mais avec leurs mangas oubliés. Et en 20 ans, il y en a forcément quelques-uns à être passés sous le radar. Donc on va creuser dans le catalogue, composé de près de 300 sorties quand même. 300 sorties. Ouais. Et on va donc peut-être parler de Element Line, de Mamiya Takizaki. Vous vous souvenez de Element Line ? Le premier manga Kiun ? Ah bah oui, je m'en souviens visuellement, pour le coup, je l'ai en tête. Je me souviens que j'avais lu le tome 1 et comme à mon habitude à cet âge-là, je l'ai un peu laissé de côté. Genre, ouais, sympa. Moi, je connais l'histoire parce que visuellement, ça me faisait penser aux Chroniques de la guerre de Lodos, mais vraiment juste les coups à la limite. Mais je sais que c'est le premier manga qui a été publié par Kiun, et surtout, je sais comment ils l'ont acquis, vu qu'ils sont allés au Comic Market, qu'ils ont trouvé dans les doujinshi cet auteur, cette mangaka qui faisait Element Line à l'époque, et ils l'ont édité, et c'était une belle histoire. Mais après, je n'ai pas eu le manga parce que j'avais déjà trop de choses. Eh bien, sachez que même s'il en arrête comme aujourd'hui, il est disponible sur Manga Nova, et puis on posera la question à Ahmed Agne, l'un des deux cofondateurs de Kiun, dans 2 semaines, puisqu'il sera avec nous. On va lui demander cette anecdote sur comment ils ont rencontré l'autrice. J'espère tellement que t'es faux. Et avec lui, on pourra ouvrir donc la porte des secrets, tout savoir sur les coulisses de Kiun. On vous prépare également notre top 10 à nous des mangas Kiun la semaine prochaine, et spoiler, il n'y a malheureusement pas Element Line dedans, mais il a failli avoir Dod's Hunt. D'ailleurs, juste avant Noël, on fera une émission consacrée à Tetsuya Tsutsui, depuis le temps qu'on voulait en faire une, bah voilà, ça tombe bien. Puis enfin, l'autre petite fantaisie, ce sera pour le nouvel an, puisqu'on vous prépare une partie du jeu de rôle animé Was a Mistake, entièrement enregistrée. On a peur. Oui, mais on a hâte. Ouais. Ouais, carrément. Mais attends. Oui. Ok. Bien sûr. Il était pas encore au courant. Mais faudra expliquer le concept. Ah bah on va tout vous expliquer évidemment, bien sûr. C'est parti pour les mangas oubliés spécial 20 ans de Kiun dès maintenant dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer les mangas oubliés. Salut Johnny. Salut Cagnard. Salut. Permettez-moi de vous présenter un guest spécial pour cette émission. Salut Rémi. Salut. Rémi Poncet, tu es responsable événementiel aux éditions Kiun et tu t'es plié à l'exercice des mangas oubliés. Merci et sois le bienvenu avec nous. Tu vas pouvoir dire tout ce que tu veux. Et bon courage. Si vous nous découvrez, peut-être pas tout. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être avec nous. La 5e de couve, c'est un podcast manga à 98,9% du temps. On est avec vous toutes les semaines pendant 1 heure, et si vous en voulez plus, on est même là rapidos le dimanche soir. En tout cas, la 5DC, c'est plus de 270 émissions. Vous regardez, scrollez, écoutez, il y a de toute la thématique du catalogue des tops des mangas oubliés, et évidemment des biographies, des analyses, un peu de second degré. Si vous aimez ce qu'on fait, merci de laisser un commentaire, une note ou partager l'émission, c'est le meilleur moyen de nous aider. Nous voici donc enfin prêts à errer dans des boutiques de mangas d'occasion avec ce nouvel épisode des mangas oubliés, parce que si vous ne connaissez pas encore les mangas oubliés, l'idée de cette émission, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, l'idée de cette émission, c'est de mettre en lumière des mangas dont plus personne ne parle, ou alors bien trop peu à notre goût. L'esprit du manga oublié, c'est subtil, c'est très subtil, je dirais même que c'est presque personnel, mais globalement faut pas que ça soit un super succès commercial, faut pas que ça soit un auteur en vogue ou un titre qui est en pleine réédition actuellement, bien que depuis qu'on fait les mangas oubliés, plusieurs des perles de bibliothèque qu'on a choisies ont été rééditées. Oui. Grâce à nous probablement. C'est une coïncidence? Je ne crois pas. Avec HBL est revenu. Et ouais, et à chaque fois moi je vois ça, Joe, comme une petite victoire pour nous, genre. Franchement, et surtout
toi, Gashbel, c'est venu même pas 7 mois après. Moi, je pense que c'est vraiment trop court pour que ça soit une coïncidence. Ouais, moi, on est d'accord. Voilà. Je pense qu'il se base sur. C'est pas la Jump Festival. Non, c'est la 5e de couve qu'il faut écouter. Ouais. Bah là, toi d'ailleurs, tu vas devoir rééditer plein de titres. C'est un peu ça le but de ta présence ici. Ça marche. Cette fois, donc, comme c'est les 20 ans de Ki-hoon, donc on voulait faire un clin d'œil en choisissant que des titres Ki-hoon. D'ailleurs, on a même recyclé certains mangas oubliés d'anciennes émissions parce qu'ils n'étaient toujours pas réédités, donc on les remet. Ouais, c'est ça, on les remet au goût du jour. On commence avec toi, Johnny, et un manga qui est toujours en cours de parution. Officiellement. Bon, alors là, ça va être compliqué. Mais oui, officiellement, il est toujours en cours de parution. On va parler de The Arms Peddler, évidemment. Alors, de quoi on parle ? On est dans un monde post-apocalyptique. On est dans une terre désolée où grouillent démons et criminels de tout poil. Alors, au début, démons, c'est un peu au sens figuré, mais on va se rendre compte très rapidement que c'est pas que au sens figuré. Et un jour, au bord d'une route, la famille de Sonayuki est assassinée par des bandits. Ouais, super gentil. Donc ce petit jeune garçon est marqué au fer rouge, il agonise dans le désert et c'est là que surgit Garami, une superbe marchande d'armes qui lui propose un choix cruel. Céder à la facilité en se laissant mourir ou bien choisir la survie dans un monde hostile et sans merci. Il a choisi quoi ? Il a choisi la mort et c'est la fin de ce one-shot. Cette parfaite introduction. C'était une série mince. Non, il a choisi malheureusement de vivre pour lui et il devient l'esclave de Garami jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Et donc il va devoir assister cette marchande d'armes, pas comme les autres. Et autant vous dire que cela ne sera pas de tout repos. Alors, qui est ou qui sont les auteurs de The Arms Alors, il y a Peddler ? deux auteurs. Il y a un dessinateur, Night Hall, qui est un dessinateur coréen qu'on a pu découvrir il y a pas longtemps, au tout début chez Ki-hoon et en France avec Overbleed en 2010. Et on voit tout de suite que c'est de la grosse bagarre, hein, comme Cagnard les aime. D'ailleurs, il voulait en parler et il s'en est souvenu un petit peu avant. Mais, Overbleed, manga oublié aussi. Ah bah ouais, petite triptyque qui était triptyque plein de bagarres que j'avais adoré. Tu te souviens vaguement de l'histoire ou Oui, bien sûr, je me souviens carrément de l'histoire, même à la perfection. Donc évidemment, oui, je me souviens bien de l'histoire. Ouais, c'est un jeune de rue qui se bagarre. C'est deux amis, voilà, il y en a un qui est censé être mort et finalement il revient et ils vont tous les deux se passionner pour la baston de rue, le Fight Club. En tout cas, Night Hall, lui, il a vraiment clairement ce talent de dessinateur. Il suffit juste de feuilleter les premières pages et tout de suite vous êtes conquis. Et au scénario, il y a Kyoichi Nanatsuki, qui n'est autre que le scénariste du manga Arms chez Kana. Donc c'est l'œuvre qui a transmis la passion du manga à l'auteur de l'Attaque des Titans, si vous ne connaissez pas Arms. Et donc voilà, par extension, grâce à lui, vous avez pu avoir l'Attaque des Titans, ce qui est assez énorme. Et donc ces deux auteurs ont créé The Arms Peddlers en 2000. Alors c'est arrivé en France en 2012 et je ne sais plus au Japon depuis quand c'est. Qu'il a transmis une partie du nom aussi, le scénariste. Bah ouais. Pourquoi ? Tu ne l'as pas noté ça ? The Arms Peddler. Ah oui. Il y a un truc en commun quand même. Peut-être que c'était fait exprès justement. Les Titans, tu vois. Pourquoi tu l'as choisi dans tes mangas oubliés ? Pourquoi c'est un titre qui t'a autant marqué outre le dessin, dans tout incroyable. Le catalogue Ki-hoon des vieux mangas dont on parle plus vraiment ? Parce que c'est vraiment une atmosphère qui est assez ouf. Quand on commence le manga, on entre dans un univers incroyable. Déjà, j'adore le post-apocalyptique, mais c'est le dessin est ouf et c'est vraiment au-delà des mots. Et ce qui m'a fait choisir, c'est qu'à la base, c'était censé devenir le successeur spirituel du Bellblatt. Et on va parler aussi du Bellblatt parce que c'est trop bien. Et au Japon, car il était édité dans le même magazine à l'époque en 2010. Ouais, c'est ça, en 2010. Et Hubelblatt, il était en pause depuis presque un an quand The Arms Peddler est arrivé. Il était en pause au volume 10 et on ne savait pas trop si l'auteur allait reprendre ou pas. Et là, bam, The Arms Peddler est arrivé comme une boule de bowling faisant un strike dans la dark fantasy. Et franchement, moi, je voulais ressortir là-dessus parce que c'est vraiment incroyable. Et finalement, The Arms Peddler part en pause, Hubelblatt reprend. Alors voilà, ça c'est un peu la raison de pourquoi c'est oublié. Coïncidence ou pas, après 4 volumes parus de The Arms Peddler, Hubelblatt revient. Ça a énervé l'auteur de Après Hubelblatt. 3 ans d'absence. Et malheureusement, The Arms Peddler, lui, il part en pause au tome 6. Et ce, pendant 3 ans. Et donc on va plus le voir. Et là, on a eu le tome 7. On a eu la joie d'avoir le tome 7. Sauf que n'y a pas de fin. Et ça va être très compliqué d'avoir la suite. Parce qu'a priori, il y a un petit bisbille, auteur, éditeur, enfin un peu tout. Et franchement, c'est presque sûr qu'on ne l'aura pas. On garde espoir. Mais voilà.
Probablement aussi des problèmes de santé au milieu en général du côté des dessinateurs. C'est le mix. Alors pourquoi on essaierait de le sortir de l'oubli aujourd'hui ? En dépit de tout ça, donc en dépit d'avoir un manga dont vous connaîtrez certainement pas la fin, même si honnêtement, secrètement, moi je garde toujours espoir. On sait jamais, peut-être que quelqu'un peut reprendre le flambeau ou autre. Bref, l'espoir, donc la grande vertu de l'humilité. C'est une annonce que tu passes là ? Non, oui. Si quelqu'un veut reprendre, n'hésitez pas. Je sais pas, on sait jamais. Tu sais, il y a plein de mangaka maintenant, ils peuvent tout faire. JH cherche mangaka. En tout cas, on fait face à une œuvre qui mérite d'être lue et appréciée à sa juste valeur. Moi, clairement, pour ma part, je préfère lire ces 7 tomes incroyables de Zion Spedler que 63 tomes d'une série à rallonge sur la Guilde des magiciens, par exemple. Je vise pas de manga. Oh non, aucun manga. Mais voilà, donc moi, je veux la sortir d'oubli, ne serait-ce que pour découvrir une des premières œuvres de l'auteur. Il y a Overbleed, mais des deux auteurs. Le scénariste, qui est quand même assez connu et qui nous offre ici un scénario qui est vraiment cool et qui sort un peu... franchement, au début, moi, je m'attendais pas, quand on arrive vers le tome 5 ou autre, il m'a un petit peu chamboulé en me disant « Ah, mais moi, je pensais qu'on était dans un monde post-apocalyptique tranquille et puis ça part en couille, quoi. » Bref, je trouve que c'est assez sympa et je veux le sortir de l'oubli pour ça. Pour la petite histoire, pour la semaine prochaine, on prépare donc le top 10, notre top 10 des mangas Kiun. The Arm Spedler aurait pu figurer dans le top 10 de nos mangas favoris. Ouais, si seulement ils avaient fait une suite. Il était pas loin. Un dernier petit mot dessus, Joe ? Il a obtenu The Arm Spedler a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2014, donc dans la catégorie manga, c'est pas rien. Et surtout, le scénariste Kiyoshi Natsuki, il a commencé un nouveau manga cette année, en juin pour être précis, qui s'appelle Dragon Bugyo. Et qui est dessiné par Yomogi Mogi. Et donc, c'est une mangaka pas connue chez nous et qui semble avoir déjà beaucoup de crayons, par contre. Autre manga qui aurait pu apparaître la semaine prochaine dans notre top 10 des mangas ultimes des éditions Kiun, c'est Jackals. Mais là encore, on s'est dit, tiens, on va peut-être le récupérer pour le mettre dans les mangas oubliés. Jackals, c'est ton choix. Ça avait été mon choix, Cagnard, il y a quelques années. Et aujourd'hui, je te passe le flambeau de Jackals. Je récupère le flambeau de Jackals, qui doit être une énorme épée, du coup, quelque chose comme ça, un truc bien pratique. J'avais envie de parler de Jackals, parce que c'est une série qui m'a quand même pas mal accompagné pendant pas mal d'années, une série que j'ai aussi, je pense, un peu trop espéré. J'attendais vraiment que ça soit une série en 30 tomes, que ça va être très long, et du coup, bon, c'est une série courte. Et ça m'a donné envie de la remettre en avant parce que il faut toujours remettre en avant les petits concentrés de bagarre comme ça. Je trouve que c'est toujours important. Je vous résume la série en quelques phrases. Donc on est à Cicero City. C'est une ville qui est censée être un territoire neutre dans une bataille qui voit 2 mafias s'affronter. En réalité, c'est pas du tout un territoire neutre. Ils se mettent sur la gueule comme pas possible dans ce territoire. Et on va suivre Nichols, qui est un Jackals, ce qui est une espèce de tueur à gages. C'est pas très très précis, mais voilà, c'est une espèce de tueur à gages qui peut bosser pour un clan ou pour l'autre. Et du coup, on va suivre un petit peu sa quête qui s'apparente à une quête de vengeance, on va dire. Quand on voit aujourd'hui la mode des mangas qui cartonnent avec des assassins, je me dis que si Jackals était apparu aujourd'hui, ça serait un carton énormissime, quoi. Ça avait été un carton quand même à l'époque, hein. Quand c'est sorti, ça avait été très très bien vendu. Et... Ouais, mais pour l'époque, je pense que c'était ils n'auraient pas eu le même public aujourd'hui. C'est-à-dire que pour l'époque, c'était des adultes, on va dire, qui lisaient, je pense, Jackals, alors qu'aujourd'hui, n'importe qui lirait Jackals. Oui, je pense que là, à l'heure actuelle, il serait lu même par des ados, voire des pré-ados aussi, je pense aussi. Je pense que la popularité de Jackals aurait été plus grande aujourd'hui qu'il y a. Et oui. À mon avis, on aurait pu faire 7 tomes et peut-être 15 ou 20. Tu vois. Dans le sens où, de toute façon, il y a plus de lecteurs à l'heure actuelle, oui. Dans tous les cas, je pense que ça serait plus vendu. Qui est l'auteur ? Qui sont les auteurs ? Alors, les auteurs, c'est des auteurs, encore une fois, que je suivais depuis un petit moment. C'est les auteurs de Shonshu et de Warlord chez Kiun, justement. Et à l'époque, c'était vraiment un auteur qui avait le vent en poupe dans les années 2010. Et en fait, on a un petit peu perdu sa trace depuis. Et j'ai remarqué que les 3 titres dont je vais parler pendant cette émission-là, c'est toujours la même chose. C'est des auteurs qui avaient le vent en poupe et on les a un petit peu oubliés maintenant. C'est même pas qu'ils publient des mauvais mangas, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, comme des jeunes espoirs du manga, mais après ils se sont fait les adducteurs et tu connais, voilà, on les retrouve plus. Un classique. Pourquoi t'as choisi Jackals ? Pourquoi t'avais envie d'en parler ? Pourquoi ça a marqué autant ? Je me souviens qu'à l'époque, c'était vraiment la punchline marketing qui m'avait vraiment fait
beaucoup rire. Et c'était la manière dont moi je le présentais aussi à mes potes qui étaient non lecteurs de manga. C'était vraiment, c'est un Gangs of New York avec des grosses épées. Tu vois, et j'étais là, bah ouais, en vrai c'est ça quand même. Et il y a beaucoup plus d'action que dans Gangs of New York. Et ce que j'adore avec ce manga, c'est que vraiment tout est over épique, over grandiloquent. Les combats, t'en as, je sais pas, 3-4 par tome. C'est vraiment, ça, t'en as beaucoup. Et ce qui fait sa particularité, je trouve, c'est que chaque combat, t'as l'impression que c'est le combat final d'une saga de 30 tomes. Ils y mettent tellement tout dans chaque combat qu'il y a vraiment un côté où c'est genre waouh, j'en peux plus. Et ils arrivent quand même à mettre le niveau encore au-dessus. À chaque fois, on m'a découpé le bras. Mais à chaque fois, t'as l'impression que c'est vraiment le combat final d'une série, quoi. Les mecs donnent tout le temps. Et au point que même les affrontements moraux, bah, ils fonctionnent que par des métaphores hyper grandiloquentes, même si des fois, bon, ça sonne un petit peu creux, ça sonne un peu vide, mais je trouve que c'est vraiment, c'est très agréable, ce côté très franc du collier de on est là, c'est l'explosion, c'est du Jerry Bruckheimer, tu vois, de combat, vraiment. Et pourquoi on l'a oublié aujourd'hui? Pourquoi il n'y a plus que nous qui se souvenons de Jackals? Bah, je pense que c'est un petit peu la qualité, un petit peu le défaut du titre, c'est que tous les persos sont très stylés, sont très stylisés, même au niveau des vêtements d'ailleurs. Hein. Tu vois qu'ils ont tous 4 ceintures, 3 chapeaux, enfin tout est vraiment bien travaillé, mais ce qui fait que malheureusement quand je l'ai relu là, au final je me dis bah, en fait tout le monde est très stylé. Et du coup, personne ne ressort vraiment en particulier de toute cette galerie de personnages. Et c'est sûrement le héros qui en souffre le plus. Parce qu'au final, tout le monde est overstylé. Donc, t'as un petit peu du mal à vraiment poser ton cerveau sur un perso en disant « Ah, lui, vraiment, je l'adore, tu vois. » Et pourquoi on le sort de l'oubli aujourd'hui? Parce qu'on t'a obligé à choisir un manga Kiun? Parce que j'avais envie de parler de Jackals déjà et parce que bah, à l'heure actuelle je trouve qu'il y a un vrai côté, il y a une parenté à faire avec Hell's Paradise qui est un manga que j'adore chez Crunchyroll pour vraiment le côté all-star des combattants badass. Alors Hell's Paradise a pour lui un scénario qui est un peu plus développé, là où Jackals tu vois qu'ils essayent mais tu vois qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de raconter les histoires de mafia et tout. Ils essayent mais du coup c'est toujours je trouve ça toujours très jouissif d'avoir ce manga, ce genre de manga en main où vraiment c'est que du fun, quoi. Jackals, donc c'est en arrêt de communication, mais ça peut se trouver d'occasion. Oui, ça à des prix 2-3 euros. Ouais, voilà. Au moins pour les premiers commercialisation. tomes, quoi. On arrête de. J'ai dit quoi? Communication. Ah oui, genre donc on tu as arrête de raison. communiquer sur Jackal. C'est exactement l'inverse de ce que j'ai fait. Du coup. Arrête commercialisation. Merci Joe. Tu veux dire un dernier mot sur ce manga, Kanya? Oui, les petits bonus du scénariste qu'on trouve à la fin du manga elles sont assez drôles. C'est des histoires de quand lui en fait doit dédicacer des mangas pour son père qui a promis des exemplaires de Jackals dédicacés à tous ses voisins. Je trouve que c'est marrant, c'est vraiment mignon. Et puis sinon après je l'ai noté, arrête de décaler mon texte, salaud de cagnard, tu es vraiment mon âme sœur. Non, je crois que c'est Joe qui a écrit ça sur c'est Joe qui a écrit ça. T'es fou, tu dévoiles tout maintenant. tous les secrets. Et t'as mis ça à la suite de mon texte, mon gars. Ouais. J'étais en train de le lire et je fais pourquoi il a écrit ça? Pour qu'il Mais voit. c'est Joe, je sais pas moi. Rémi, c'est à ton tour. Il y a une spécificité chez Kiun, c'est depuis longtemps de faire et de sortir des bons mangas historiques. J'en ai choisi un dont je parlerai en fin d'émission qui est Cesare. Toi, tu as choisi Ad Astra, Scipion l'Africain et Hannibal Barca. Tout à fait. Ça nous parle de quoi? Vers quoi on va avec tout ce est dans le titre sous-titre finalement. Donc ça nous raconte la seconde guerre punique. Donc on est en 241 avant Jésus-Christ. Donc il y a eu une première guerre entre Carthage et l'Empire romain. Si je dis pas de bêtises, c'était pour contrôler la Sicile. Carthage s'est fait battre, puis un peu humilié par Rome, et notamment le père d'Hannibal. Ça a traumatisé l'Hannibal enfant qui va décider de prendre sa revanche. Et après, c'est un peu le mythe d'Hannibal qu'on connaît un peu tous, sont les éléphants qui traversent les Alpes et qui vont marcher sur Rome. Et bien là, en 13 tomes, on va découvrir ça, comment il va monter une armée, il va récupérer des Gaulois un peu non fédérés tout au long de son chemin en Espagne, en Gaule, et traverser effectivement les Alpes et aller titiller les Romains. Au début, je sais que quand en tout cas moi je commençais ce manga, j'avais un peu le réflexe primaire de lecteur
un peu d'Astérix. Je suis pour forcément Hannibal qui va aller taper sur les Romains et vivre les Gaulois, etc. Et le manga alterne assez habilement entre le point de vue d'Hannibal et de Scipion, côté romain, qui lui aussi est un fin stratège. Lui aussi est fils de général, ou je ne sais plus quel était exactement son titre, mais d'un stratège romain qui a été défait dans les premières batailles que mène Hannibal, donc par Hannibal, et cherche aussi à reprendre le flambeau et à se venger. Et du coup, voilà, on alterne entre ces points de vue, également des points de vue de fantassins, et donc on a un peu tout ce petit monde qui coexiste, et c'est hyper intéressant. Est-ce que tu sais qui est cet auteur Mihachi Kagano ? Il a un style de dessin, mine de rien, assez réaliste, qui est hyper intéressant. Il raconte aussi ses inspirations à la fin des tomes en bonus, et c'est amusant parce que son personnage d'Hannibal, il l'a calqué sur des figures un peu plus contemporaines, et notamment sur Che Guevara. Il a fait dans sa tête, il a imaginé un parallèle entre un Che Guevara qui se battait contre l'impérialisme américain et Hannibal contre l'impérialisme romain. Et de son propre aveu, il connaît surtout l'image qu'on a sur les t-shirts de Che Guevara, et donc c'était la base du chara design d'Hannibal. C'est marrant à chaque fois ces auteurs qui projettent leurs idées, leurs envies, et qui se posent pas de questions, je trouve, qui y vont, et ça donne des résultats assez singuliers à chaque fois. Qu'est-ce que tu retiens ? Pourquoi c'est bien Ad Astra ? C'est bien. Pour le côté historique qui, moi, me parle, mais pour tout l'aspect stratégie militaire, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans d'autres mangas chez Kiyun, notamment dans Isaac, mais dans une moindre mesure, parce qu'il y a aussi d'autres pans qui sont développés dans ce manga-là. Mais dans Ad Astra, on a 13 tomes de stratégie militaire qui rappellent un peu, je trouve, des ambiances comme dans Kingdom, par exemple, qui, moi, me parlent beaucoup. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et alors, pourquoi on a oublié Ad Astra ? Peut-être parce qu'il n'y avait pas de t-shirt Hannibal. C'est ce que j'allais dire. Il manque les t-shirts Hannibal. À l'époque, on n'avait pas fait de t-shirt Hannibal. À l'époque, il n'y avait pas de collector. Sinon, on aurait pensé à ce collector de t-shirts. Non, c'est une bonne question. Peut-être que malgré le côté épique et un peu romancé de la vie d'Hannibal et aussi de celle de Scipion, le mangaka reste assez réaliste à la fois dans son dessin et dans le déroulé des batailles, et que peut-être les lecteurs cherchent quelque chose de plus épique, quelque chose d'un peu plus exagéré dans la narration. C'est peut-être ça le problème, justement, c'est qu'il est arrivé avant Kingdom, et qu'un manga historique à l'époque, ça donnait vraiment l'impression d'un manga un peu mou, un peu, tu vois, les mangas que je déteste, quoi, qui vont nous apprendre des trucs. Mais du coup, je pense qu'on oublie un peu sur Ad Astra le côté fun, le côté bataille, comme tu dis, qui fait que là, à l'heure actuelle, il y a plein de gens, je pense, qui aimeraient beaucoup Ad Astra, quoi. Ah non, mais moi je pense qu'il s'est fait supplanter par la concurrence de Hannibal Lecter, évidemment. Et c'est pour ça les gens ils ont pas compris. Ils voulaient les lecteurs ont ah oui, non, alors, double combo. Double blague. Merci Joe. Non, mais pour le coup, en vrai, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Ad Astra parce que j'adore aussi la stratégie militaire. Je compte devenir général comme toi, Rémi, bientôt. Et on sera bientôt en guerre. Mais vraiment, on s'y prend. Alors qu'au final, tu te dis c'est juste de la stratégie. Mais non, parce que tu vois en action ce qui se passe, tu vois la réflexion des deux côtés. Et c'est ça aussi, c'est que t'as pas qu'un point de vue. Et tu peux pas être. Il y a personne qui est bon ou qui est méchant. Là, on est juste sur deux camps, c'est deux camps qui s'affrontent et c'est tout. Et pourquoi on le sort de l'oubli là, maintenant, tout de suite ? Peut-être parce que justement, c'est le bon moment pour les mangas de stratégie militaire historique. Préparez-vous. Finalement. Et puis, vous pouvez toujours l'acheter. Oui. Donc vous aimez Kingdom, jetez un œil à Ad Astra, ça vaut vraiment le coup. Ad Astra, donc, c'est 13 volumes. Oui. Et c'est signé Mihachi Kagano. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot sur ce titre ? Non, lisez Ad Astra. Passons donc à Run Day Burst. Lui aussi, il aurait pu être dans le top 10 de la semaine prochaine. Mais on l'a juste à cause de toi, pour le coup. Non, alors figure-toi que non. Pas, le panel des participants de l'émission de la semaine prochaine. Oh là là, on dirait un sondage bizarre. Le panel de 4 personnes. Exactement. Ma grand-mère. Dont ma grand-mère Johnny. Et mon grand-père Johnny, parce qu'il s'appelle aussi Johnny. Tiré d'une histoire vraie. Run Day Burst, donc, de Yuko Osada. Mesdames et messieurs, là, on parle de la plus
plus grande course automobile jamais organisée où les meilleurs conducteurs du monde s'affrontent pour remporter la victoire. C'est un peu comme dans Les Fous du Volant ou dans JoJo's. Il n'y a pas de règles. Tous les coups sont permis. D'ailleurs, les personnages principaux roulent dans une sorte de voiture de course, mais vous allez pouvoir aussi voir une grue. Vous allez pouvoir voir d'autres choses un peu étranges comme ça, comme véhicule. Et puis il y a le conducteur, voilà, tête brûlée, antipathique, qui est bien au milieu de tout ça. Et voilà, j'adore ces personnages. J'adore ce manga et ce trio de personnages créé par Yuko Osada. Yuko Osada qui a fait Si. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la précédente émission des mangas oubliés. Dans lequel je parlais de Si. On a rigolé avec Si, c'était trop compliqué en fait, qu'il s'appelle Si. Il est, ne serait-ce que pour le référencement, ne serait-ce que pour beaucoup de choses, le Si était un problème. On en avait pas. Lui, la réponse était évidente de pourquoi il est oublié. À cause du nom de ce manga, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est tous les mangas du Yuko Osada qui sont oubliés au fur et à mesure. Ah oui, on avait parlé de Kid I Luck. Non, on n'a pas encore parlé de Kid I Luck. Si, je l'ai vu en vignette YouTube, j'ai vu Kid I Luck. On a parlé de Kid I Luck aussi. Voilà, donc tous les mangas du Yuko Osada sont dedans. La légende de Rao, il a bossé sur la légende de Rao. Ouais. Mais ça, on l'avait oublié. Mokuto no Ken, au niveau de l'univers. Chez Crunchy. Ouais, très très différent. Et puis au Japon, ouais, il est donc également connu pour un manga appelé Shiori Experience. C'est jamais sorti en France, malheureusement. Mais on pourra peut-être demander à Ahmed, tiens, pourquoi c'est jamais sorti en France dans 2 semaines. En même temps, la réponse est un peu claire. Si on a déjà oublié tous ces mangas. On a peut-être un début de réponse. Il aurait peut-être oublié pourquoi ça n'est pas sorti. Vous aussi également. Et pourquoi c'était. On a oublié de le sortir. Alors que Run des Burst, mais pour le coup, en vrai, Run des Burst, il est acheté. bien. Ouh, faites bien d'en parler. Pourquoi ce manga est vraiment si bien que ça ? C'est pour ce trio de conducteurs qui est complètement fou. Donc le pilote tête brûlée, antipathique. Donc il y a aussi le gamin surdoué en mécanique. Là, la espèce de fliquette maladroite dans le rôle de grande sœur. Voilà, c'est des archétypes, mais ça marche bien. Le découpage va à 100 à l'heure. Et donc, voilà, je me souviens de ce trio de personnages qui m'avaient embarqué. J'avais eu une empathie super agréable avec eux. Un bon feeling. Et puis, il y a le dessin, évidemment. Je trouve que ça a du caractère, les mangas du Yuko Osada. C'est pour ça que je les recase dans chacune des émissions des mangas oubliés. Il a une énergie, cet auteur, qui est vraiment visible à l'œil nu et qui fait que, effectivement, tous ces récits, qu'importe la thématique, ils sont menés tambour battant. Sauf la légende de Rao, pour le coup, qui a un rythme bien plus calme. Donc je pense que c'est sorti un moment en France où le monde français des lecteurs de manga n'était pas prêt. Je vois où tu vas. Toujours. Il n'était pas prêt et je pense que maintenant il serait prêt. Eh ben écoute, tu vois à mettre dans pas longtemps, c'est le moment. Et pour la petite légende, comme la semaine dernière, la semaine dernière on faisait une émission sur Full Metal Alchemist et sur le bandeau à la sortie de Run des Burst, il y avait un petit mot de Hiromu Arakawa qui disait que c'était une super série. Et ben ça c'est l'argument béton. Ouais, ça c'est le petit truc en plus, mine de rien. Argument d'autorité, là on peut rien faire contre ça. Ça s'appelle Run des Burst. Cagnard, je te passe la parole maintenant pour nous parler d'un autre manga appelé Bitter Virgin, qui est encore plus oublié, je pense. Oui, celui-là, moi je m'attendais pas à ce que tu parles de ça. On commence à gratter dans le fond des tiroirs, mais ça fait partie des premières séries avec une sensibilité un peu mature que j'ai lu, et du coup c'est un titre que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup conseillé, que j'ai beaucoup offert à une époque où on me disait beaucoup mais bon, les mangas c'est vraiment soit des shonen, soit des histoires d'amour un peu débilos. Eh ben j'avais toujours ce titre justement à présenter pour dire vous voulez une histoire un peu plus mature avec des enjeux un peu plus adultes, voilà, il y a Bitter Virgin en 4 tomes. Alors l'histoire en quelques mots, on suit Daisuke Suwa qui va faire la rencontre de Hinako, dont il va tomber amoureux malgré la timidité maladive de la jeune fille. On va rapidement s'apercevoir qu'elle cache un lourd secret puisqu'elle a été violée plus jeune par son beau-père, qu'elle est tombée enceinte et a dû abandonner son bébé à 14 ans. Donc, vous voyez, oui, joyeux ça. Tu sais pas quoi lire, tiens, vas-y. Bonne ambiance. Donc l'autrice c'est Kei Kusunoki. Elle a fait quelques autres titres en France chez Kazé à l'époque et Soleil, mais comme mon auteur précédent, elle a également un peu disparu des radars. Et sinon, elle déteste les poivrons et les épinards. Voilà, je vous livre ça comme je l'ai trouvé sur Manga News. Elle déteste les poivrons et les épinards.
Ça veut dire que ça a été écrit quelque part dans sa bio. Mais oui, c'est toujours. Bah oui, je pense. Elle a C'est fait pour ça qu'on l'a un. oublié. Elle n'avait mis que ça dans sa bio. Non, t'avances pas sur cette question. À vrai dire, sa biographie était un petit peu bizarre. Elle se composait uniquement des choses qu'elle aimait et qu'elle détestait, c'est tout. Il y avait vraiment que Mais ça. c'était pas un. Comment on appelle ça, le machin de Proust? C'était peut-être un questionnaire de. Ouais, Oui, qui a été peut-être un portrait transformé chinois en ou- biographie. Pourquoi Bitter Virgin? Parce que on est sur un, Ouais, c'est dur. drame bien dur là quand même. Ouais, mais justement, je pense qu'en 2010, c'était hyper intéressant d'avoir un titre comme ça. Il n'y en avait pas tant que ça. Et des mangas qui abordent des sujets graves comme l'inceste, le viol, avec, mine de rien, il n'y en avait pas beaucoup. Et celui-ci, il a quand même la particularité que tout ça est raconté avec un ton assez léger, voire humoristique. Je sais qu'on ne dirait pas quand je donne le pitch, mais en vrai, le ton est assez léger. La majeure partie du récit, elle est racontée du point de vue de Daisuke. J'imagine que c'est vraiment pour une raison très simple, hein, c'est apporter une espèce de distance, vu la noirceur de ce qui arrive à l'héroïne. Passer par Daisuke, mine de rien, ça fait qu'on peut avoir un petit peu de distance. Et on est vraiment en présence de personnages qui sont cassés. Et donc, moi, ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'est qu'on était dans des rapports de type shoujo, on va dire, mais de type shoujo inversé, parce qu'on démarre avec Daisuke, qui à la base, c'est un mec qui est un petit peu frivole, et il devient extrêmement timide quand il doit s'adresser à Aniko, parce que c'est la première fois qu'il est amoureux et qu'il sait pas comment faire. Du coup, c'est hyper intéressant. Et de l'autre côté, on a Aniko, qui est une fille dont le logiciel amoureux est complètement brisé. Pour elle, tout ce qui se rapproche de l'amour lui rappelle son viol et son agression. Et finalement, elle est moins timide qu'on pense, parce que pour elle, tout ça, c'est absolument pas dans son logiciel, quoi, le fait d'aimer quelqu'un. Et du coup, ça donne un bon rythme à un récit qui, au final, arrive à te surprendre pas mal, vu la gravité de la thématique, on va dire. Justement, vu toute cette gravité, ça fait partie des mangas qui auraient pu s'inscrire quand même un peu plus dans la durée. Je pense que tout simplement, on trouve des titres à l'heure actuelle plus modernes, avec exactement les mêmes thématiques et dans du josei qui est très bien fait. Je pense que c'est un petit peu pour ça que le titre a fini par tomber dans l'oubli. Et puis, pour être tout à fait honnête, en le relisant, il y a des scènes qui vieillissent assez mal et qui deviennent même problématiques vu la thématique. Et c'est un peu un comble quand tu vois la thématique du bouquin, te dire oui, mais là, je crois que tu es en train de mettre en scène une agression sans t'en rendre compte aussi. Donc, le titre a vieilli quand même. Mais alors pourquoi on essaye de le sortir de l'oubli? Pour justement voir tout le trajet qui a été fait, déjà, d'une part, pour pouvoir se dire que en 2010, il y avait déjà des titres comme ça. Et parce que moi, j'ai tendance à le rapprocher un petit peu de Aizu, de Katsura dans le traitement des déboires adolescents. Tout est très innocent pour parler de problématiques qui sont quand même matures. Et je trouve que c'est un équilibre qui est assez compliqué à gérer, à obtenir. Et la mangaka, elle s'en sort vraiment à la perfection pour le coup. Bitter Virgin, donc. T'avais pas de truc en plus? Parce que t'aurais pu garder les poivrons et les épinards pour là. Non, j'ai pas de poivron, épinard et elle adore la gelée. Voilà. Une petite Bitter info en Virgin, plus. donc merci Johnny de Keikusu no Ki. La suite de cette émission, c'est avec un titre que tu as choisi, Rémi, et qui s'appelle Les Amants Sacrifiés. Dis-nous tout, de quoi ça parle? Alors, c'est déjà un manga qui est adapté d'un film de Kiyoshi Kurosawa, donc pas Akira Kurosawa, donc le Kurosawa plus récent, qui a fait, je pense, une bonne vingtaine de films, notamment Real, qui vont être un gros coup de cœur. Et donc là, pour l'histoire, on est années 40, montée de la guerre et surtout du nationalisme au Japon. Et on suit un couple qui travaille dans l'import-export, qui a des liens avec l'Occident, et dont le mari va se faire accuser, en tout cas soupçonner d'être un agent de l'étranger. Et on va suivre cette histoire à la fois essayer de comprendre lui quelles sont ses motivations, est-ce qu'il est réellement ou pas un espion de l'étranger, et puis ce couple à la montée de la guerre qui va se déchirer, se soupçonner. C'est hyper intéressant. Le dessinateur, c'est Masasumi Kakisaki, qu'on a lu déjà pas mal de fois, notamment chez Kazé avec Rainbow et chez nous avec Hideout et Greenblood. Et Greenblood, merci. Greenblood, pardon. Greenblood qui aurait été le choix de Robin s'il avait participé à cette émission. Oui, c'est vrai, il nous a dit de faire passer le mot. T'es pas là, alors tu peux pas. Et du coup, je trouve que c'est une bonne synthèse de tout ce qu'il sait faire. Personnellement, j'ai adoré Rainbow pour le côté historique japonais assez dur qu'on retrouve ici.
Hideout, finalement, on retrouvait ce couple qui se déchirait aussi. On a de l'historique aussi avec Green Blood, mais aux États-Unis. Et là, c'est un peu la recette magique avec tout ça, mais sans le côté un peu testostéroné qu'on avait aussi bien dans Rainbow que dans Green Blood, qui me va très bien par moment. Mais là, je trouve que le ton est un peu plus juste, encore plus intéressant. Oui, parce qu'on est dans quelque chose un peu plus distancié, ou on est vraiment aux côtés des personnages? Moi, je trouve qu'on est vraiment aux côtés des personnages. Il y a à la fois la grande histoire du Japon et de l'histoire intime de ce couple. Et on navigue entre les deux et ça fonctionne très bien. On retrouve son dessin qu'on reconnaît entre mille, avec ses petits splashes un peu de peinture sur certaines planches. Je sais pas comment on appelle ça. Pareil, il y a des traits, des striures à des moments qui soulignent un peu la dramaturgie d'une planche. On a beaucoup de décors qui sont, je pense, adaptés de photos, qui renforcent le côté historique. On a l'impression de voir des vieilles photos en noir et blanc du Japon d'entre-deux-guerres. Et je trouve qu'il a encore amélioré son dessin, notamment les visages féminins sont très travaillés. Enfin, je suis amoureux de ce que fait ce dessinateur. Question impossible de chaque manga de cette émission, pourquoi c'est oublié? C'est oublié. Alors, contrairement au précédent exemple, je ne vais pas dire le public n'était pas prêt. En 2022, le public japonais. T'étais obligé de le dire, en fait. T'es un peu obligé de le dire. C'était loin, c'était 2022. Non, je saurais pas dire pourquoi, d'autant qu'il y a eu, je crois, un super succès critique. Après, c'est une série en 2 tomes, donc à peine on en parle, à peine elle est terminée presque, donc c'est... Même si je sais que personnellement sur les salons j'essaie de la remettre en avant très régulièrement, notamment Angoulême. Là j'en ai déjà commandé plein. Préparez-vous, Angoulême 2025 avec les amants sacrifiés. Donc pourquoi le sortir de l'oubli aujourd'hui? C'est parce que tu as un gros stock à écouler au festival d'Angoulême. Exactement, j'ai un pari il faut que j'en ramène aucun. Non, peut-être que aussi ça, le ton et le propos qui sont un peu différents des précédentes œuvres de l'auteur pour le côté moins testostéroné, on va dire. Peut-être que ça a dérouté une partie de ses lecteurs. Ouais. Moi, je miserais là-dessus, sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est que cet auteur, en France, on ne l'apprécie pas forcément pour ce genre de récits qui sont plus intimistes, plus historiques. On l'aime bien pour ce qui est sale, en fait, la plupart du temps. Soit du sale pur, soit... parce que Rainbow, ça fonctionne pas du tout. Non. Parce que Rainbow, c'est sale, mais c'est historique. Mais ça date aussi. Alors, je sais pas si les gens ont fait le lien avec Rainbow. Il était juste dessinateur, il n'était pas scénariste. Ouais, comme ici, finalement. Oui, mais là, c'est une adaptation d'un... Alors là, pour moi, le truc, c'est que c'est une adaptation d'un film, et à choisir entre un film et le manga, peut-être que j'arrive à la porte du manga si je suis pressé, mais j'aime beaucoup plus voir le vrai film que voir une adaptation. Mais après, ça, c'est mon avis. Là, c'est quand même magnifique. Après, ça reste très beau, mais par rapport au film, je pense que je préfère le film. Toi. Les amants sacrifiés. On change d'univers, on retourne dans le passé, mais dans le passé très 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 loin maintenant, avec Cesare. Cesare, c'est l'histoire du personnage de Cesare Borgia, qui a vécu de 1475 à 1507 en Italie, donc pendant la Renaissance. Et l'histoire prend d'abord place dans l'une des plus belles régions du monde, la Toscane. Alors attention, c'est une fiction inspirée par le réel. On n'est pas sur un documentaire. Et ainsi, il y a certains personnages qui ont été inventés pour permettre de faire avancer le scénario. Et heureusement, l'histoire débute donc avec un personnage inventé, avec Angelo, un homme qui vient d'une famille d'artisans et qui intègre l'université de Pise grâce à la famille des Médicis. On découvre alors à ce moment-là le monde universitaire de la Renaissance et la complexité de la vie mondaine qui va avec à cette époque-là. Une époque et un lieu rempli de noms célèbres comme Giovanni de Médicis, Laurent le Magnifique, mais il y a aussi Machiavel, Savonarola, Christophe Colomb, Léonard de Vinci ou même Michel-Ange. Et puis peu à peu, le manga va déplacer l'objectif sur la complexité de la vie à cette époque-là, sur le contexte politique, sur les injustices sociales, sur les tourments de l'Église. Il y a beaucoup de choses qui sont mises au fur et à mesure et qui épaississent le scénario au moment où l'histoire avance. Et alors, qui c'est l'auteur ?
C'est une autrice, Fuyumi Soryo, qu'on connaît notamment pour des mangas comme Mars, par exemple, qui a été réédité récemment, si je dis pas de bêtises. Il y a Eternel Sabbath aussi, qui est toujours, je crois, disponible. Chez Glénat, ouais, exactement. Elle officie depuis près de 30 ans dans le manga. Son œuvre, c'est riche, c'est varié, reconnu par la critique dans le monde entier, pas forcément par le grand public. C'est peut-être aussi un des éléments qui fait qu'on peut oublier Cesare aujourd'hui. Et il est aussi important de préciser que ce manga est écrit et dessiné en concertation avec Motoaki Hara, qui est spécialiste de la littérature et de l'histoire italienne. Donc ensemble, elles font beaucoup de recherches et elles mènent des réflexions sur la manière dont faut aborder ces événements historiques, mais aussi elles font des recherches sur la représentation des bâtiments, de l'intérieur, des œuvres d'art de toute cette époque. Donc c'est un vrai voyage. Et pourquoi c'est bien ? Parce que c'est Cesare Borgia, parce que c'est en Toscane, parce que alors ce manga s'appelle Cesare, mais Cesare n'est pas le héros du manga, c'est un personnage qu'on va suivre à travers les yeux d'un autre personnage, donc ça donne une sorte de mix de distance et d'implication qui est, je trouve, assez bien dosé, et on a le droit à quelque chose que j'adore aussi dans les mangas, et c'est pas toujours évident, surtout quand on est face à une traduction, c'est qu'on a des joutes verbales. Ah. C'est les joutes verbales en plus de la Renaissance, c'est du sprezzatura avant l'heure, mélangé à des combats de mots avec des punchlines. C'est à la fois vieux et moderne. J'aime beaucoup. Et là, sur la traduction, ça suit. Tu sens la même. On sent la même patate qui te frappe avec les mots. C'est aussi très violent par moment, et ça me rappelle, par exemple, le mouvement de la Terre qui est sorti plus récemment. Ouais. On retrouve le poids de l'Église. Il y a tous ces sujets là-dedans. Et moi, ce que j'avais vraiment aimé dans Cesare, c'est qu'on s'attache à l'adolescence de Cesare. On le dépeint comme un jeune homme un peu fougueux, mais très humain. Alors que nous, on le connaît adulte à travers les livres d'histoire. Et de se dire à quel moment il va y avoir une bascule entre ce qu'on nous dépeint au début du manga sur ce jeune ado, et à quel moment il va rejoindre l'image plus historique qu'on connaît, quoi. Cesare Borgia, qui est connu notamment pour être celui qui a inspiré Machiavel sur Le Prince notamment. Manga donc oublié parce que je pense que c'est un manga historique et que malgré tout, dans les mangas oubliés, on peut faire beaucoup de mangas historiques. Ouais, je pense. J'ai beaucoup hésité avec Volsmouth aussi. Qui aurait eu sa place. Qui aurait eu sa place également. Donc, il faut bien tenir les lecteurs. Et c'est parmi mes genres favoris, je pense, le manga historique. Mais il m'arrive parfois d'être déçu avec certains. Donc, c'est pas évident de bien cibler. Alors que j'adore ça, de bien m'attraper avec un manga historique. C'est le cas avec celui-ci. Mais malheureusement, il y a 10 ans de publication pour 13 tomes. Il y a eu une pause, qui n'a pas dû faire du bien. Puis c'est un manga où il y a quand même beaucoup de personnages, où on a des intrigues géopolitiques. Enfin, si je dis pas de bêtises, au début des tomes, souvent on nous récapitule les différents empires, les différentes factions entre les Médicis. Il y a la folie. C'est Hunter, hein. La folie. Mais voilà, mais c'est comme Hunter à la Renaissance. Tu fais ta pause de quelques années sur Hunter pour t'y remettre et avoir tout le contexte pour apprécier l'œuvre. C'est un peu galère, et je pense que ça forcément ça a joué contre lui, quoi. J'allais te demander pourquoi le sortir de l'oubli, mais t'as tout dit, c'est Hunter avec soit, mais alors attends, j'ai un autre truc, j'ai cherché là. L'an prochain on fête les 550 ans de la naissance de Cesare Borgia. Du coup, pour se mettre à la page, il faut le lire maintenant. Attends, 550 ans après, on connaît encore Cesare Borgia, on connaît encore son nom. C'est stylé, Jésus, ça fait 2000 ans, tu vois. C'est vrai. J'ai qui écoute, Rémi, refais les stocks. Hein. Les 550 ans, ça c'est sûr que tout le monde va y penser. 13 tomes, ça va. Ouais, et puis surtout que la pause, c'est terminé, et la série également, donc on peut tout lire d'une traite. Chose qu'on pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Exactement. Là, soyez heureux, quoi. Partons à l'aventure maintenant avec toi, Johnny, et un manga appelé Witch Hunter. Oh là là, mais toi, même ça, les gens, ils savent même pas ce que c'est. Witch Hunter, ils pensent à, je sais pas, une série ou un truc comme ça. Mais je suis sûr que personne ne connaît. Mais personne ne connaît. C'est pas une série, du coup. Si, c'est une série chez Kiyun. Il y a 25 tomes, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui la connaissent, tu vois. Et ça doit être celle qui a la plus longue longévité, non ? La plus longue longévité. Celle qui a toujours en cours depuis le plus longtemps chez Kiyun. Franchement, c'est depuis 2008. On fête les 20 ans. C'est possible. Il y a Darwin's Game qui était pas loin. Ouais, ça peut se battre. Il y a peut-être bataille. Ouais, ok. En tout cas, de quoi ça parle, Witch Hunter ?
Les 2/3 du monde actuel sont tombés sous la domination des sorcières, bah oui, il y a Witch dans le titre, et de leurs familiers qu'on appelle ici des supporters. Donc c'est des monstres qui obéissent au moindre des souhaits des sorcières, et en gros ces duos détruisent tout sur leur passage. Pour lutter contre cette menace, les humains ont tout de même un atout dans leur manche qui sont les Witch Hunters, des combattants au pouvoir extraordinaire qui sont chargés d'éliminer du coup toutes ces sorcières, parce que c'est que des sorcières. Et donc ils tentent de ramener la paix sur Terre. On va suivre le jeune Tasha Gospel et son acolyte à tête de citrouille, qui sont parmi les plus puissants des Witch Hunters. Et ils ont un but ultime quand même, c'est que en fait Tasha, lui, il s'en fout de tuer des sorcières ou pas. En vrai, il les aime bien même, parce qu'il veut retrouver sa sœur, qui est la sorcière rouge. Donc voilà. Et ce manga n'est pas d'origine japonaise? Pas du tout, parce que l'auteur est de nationalité sud-coréen. Il s'appelle Cho Jungman. Désolé pour la prononciation, parce que je ne suis pas sûr que ce soit ça. Et lui, c'est très simple, c'est son premier shonen. D'ailleurs, il y est depuis un shonen, on appelle ça en Corée un Sonyun manhwa. Et lui, c'est Dragon Ball qui a révélé sa passion, donc très, très original. Mais en vrai, c'est comme ça qu'il a voulu faire son propre manhwa. Il est devenu manhwaga. Ça se dit, alors je n'invente pas, hein, ça se dit vraiment comme ça, okay, au cas où les gens pensent que je me moque d'eux, c'est un manhwaga, c'est comme ça. Et donc voilà, et il est dessus, c'est sa première série, il est dessus depuis 2006, c'est toujours en cours, on est en 2024, et ben voilà. Chapeau l'artiste. Pourquoi ce manga est si bien que ça? Pourquoi tu voulais en reparler encore aujourd'hui, Witch Hunter, alors que c'est toujours en cours d'ailleurs, comme Dear Feller? C'est un de mes premiers mangas Ki-hoon. L'univers est incroyable, il y a de la bagarre, il y a de l'humour, enfin le dessin est ouf. Et on va me dire c'est un peu la recette de base évidente que devrait avoir tout bon shonen. Mais Witch Hunter, c'est le fruit de cette recette qui est bien cuisinée. Et si on devait retenir une seule chose, je pense que c'est vraiment la richesse de l'univers. C'est les détails sur la magie, sur les sorcières, sur les personnages charismatiques. Tout ça, mais c'est ouf. Vous l'avez pas. Et alors pourquoi on l'a oublié alors que c'est toujours en cours? Pourquoi Ki-hoon ne fait plus rien? Non, mais c'est faux. Je m'assure. J'attaque Rémi. Pourquoi toi? Pourquoi? Jette-lui des crocodiles. Okay, je les amène à Angoulême aussi et je les vends. À côté de Cesare et à côté de Ad Astra. Non, mais c'est sûrement à cause du rythme de publication, parce que l'auteur il est tout seul, il a eu un rythme assez saccadé en termes de publication, donc ça a commencé en 2006 comme je vous l'ai dit, et on va dire qu'au début ça allait parce que c'était deux tomes par an jusqu'au tome 10, et puis après ça a commencé d'être à partir de 2010 un peu plus compliqué, donc un volume par an, et mécaniquement ça se répercute sur la publication française. Nous au début on en avait tous les 2 mois, puis après on est passé à 4 mois, puis après à 6, et au final il y a une grosse pause en 2020 pendant 3 ans, et là ça fait 1 an et demi qu'on a une publication de 1 à 2 tomes par an, donc on est revenu sur quelque chose d'acceptable, mais forcément en vrai ça va, 2 tomes par an, oui, quoi. mais tu vois, depuis 2006 ça fait quand même 18 ans qu'on est sur ce manga, il y avait que 5 tomes. Je pense qu'on arrive quand même bientôt sur la fin. Déjà, la couverture de la 25, il est tout rouge, donc j'imagine que c'est sa sœur, parce que je ne l'ai pas encore lu, je me garde ça pour plus tard. Mais donc j'imagine que c'est sa sœur. Et non, on est sur la fin. Donc c'est aussi pour ça que je veux le sortir de l'oubli. C'est que si vous devez le lire, c'est maintenant. C'est le moment. Parce que la fin arrive bientôt. Et même s'il y a eu un rythme assez lent, vous n'avez pas eu à subir ça. Parce que vous ne connaissez pas ce manga. Moi, je l'ai connu, donc je sais ce que c'est. Il se transforme en vieux con, attention. Donc, non, mais en tout cas, depuis 2 ans, ça a repris. On a bon espoir pour que la fin arrive bientôt. Et ne serait-ce que pour découvrir l'univers magique. Et pour moi, c'est ça le truc en plus, c'est que Witch Hunter est sorti 6 mois avant Fairy Tail. Et découvrez Witch Hunter et vous comprendrez pourquoi c'est super. La suite de cette émission, c'est avec The Innocent. C'est avec toi, Cagnard? Oui, c'est moi, The Innocent. On est allé creuser profond et on allait trouver The Innocent qui est aux États-Unis. États-Unis, Japon quand même, il y a un petit mix des deux, quoi. The Innocent, c'est un one shot que j'ai toujours beaucoup aimé, encore une fois, un one shot que j'ai beaucoup offert, le genre de one shot parfait que tu peux offrir à un anniversaire, à un lecteur de manga en disant ça c'est sûr tu ne l'as pas lu. En quelques mots, l'histoire: on suit les aventures de Ash, qui est un détective privé. Il est condamné à mort à tort, il est condamné à la chaise électrique, et il va se voir proposer de revenir sur Terre pour en fait éviter à des innocents de finir comme lui, victime d'une erreur judiciaire. Et alors, Japon, États-Unis, qui sont ces auteurs?
Alors encore une fois, auteur dont on a perdu la trace depuis, c'est Ko Ya-sung. C'est un auteur qu'on a pu revoir sur quelques petites séries comme Lost Seven chez Doki Doki, mais oui, sinon au global il a un petit peu disparu du marché français. Et le scénariste, c'est Avi Arad, c'est pas n'importe qui, c'est un producteur assez célèbre qui a beaucoup bossé pour Marvel et qui en fait qui est là depuis le début des adaptations de cinéma Marvel. Les premiers X-Men, il était déjà là, et maintenant les derniers films type Mobius, il est encore là. Donc ouais, c'est pas un gage de qualité, mais c'est un gage de longévité. Non, mais à quel moment, tu sais, t'as un producteur scénariste connu aux États-Unis se met à écrire un manga. Bah, il a senti le vent tourner. Je pense qu'il avait eu plutôt une bonne idée, et au final c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Je trouve que c'est un parfait exemple des collaborations américaines-japonaises comme on pouvait avoir à cette époque-là. Je pense à Ultimo, tu vois, qui avait Stan Lee et Ryoki Takei. Et c'était vraiment pour moi, c'est des moments éditoriaux où tout était possible, tu vois, où genre tout allait se mélanger, le cinéma, le manga et tout. Et donc, je suis évidemment, je suis un petit peu romantique de cette époque, on va dire. T'as vraiment les stéréotypes des deux pays qui fonctionnent à la perfection. T'as des personnages hyper sombre, torturé, ténébreux, un tueur complètement fou, et en même temps t'as le filtre high concept d'une série thriller américain, et ça fonctionne vraiment bien parce qu'on a envie d'y revenir. Le titre, au final, il possède un excellent rythme, c'est un page turner, c'est exactement comme ça qu'on peut l'appeler. Ça donne envie de voir évidemment ce qu'aurait pu donner cette histoire avec un véritable fil rouge sur plusieurs tomes, quoi. Sachant qu'il y a aussi Junichi Fushisaku qui a fait le scénario storyboard d'après l'idée de Avi Arad pour la partie japonaise, qui avait notamment bossé sur Blood the Last Vampire dans l'animation. Enfin, c'est quelqu'un qui venait de l'animation également. Pourquoi c'est oublié à ton avis? Bah, la série elle a été stoppée, hein. Avi Arad il est retourné. C'est un one shot en même temps. Non, mais je suis pas sûr que c'était vu comme un one shot dès le début. Non, quand ça a été annoncé en France, oui, mais au moment de l'élaboration du manga, je suis pas sûr, parce que là t'as un concept qui se tient tellement pour faire plusieurs saisons de séries TV ou autre, que je pense que à la base c'était pas vu comme ça. Mais finalement c'est à cause de ça que la fin est un petit peu abrupte. C'est une fin complète, hein, quand même, on a toutes les réponses qu'on voulait, mais c'est vrai qu'il y a un petit goût de ça aurait pu aller plus loin quand même, ça aurait vraiment pu aller plus loin. Alors pourquoi on le sort de l'oubli maintenant? Parce que moi j'y vois une petite parenté avec Death Note, tu vois, un héros à la morale qui est plus que douteuse et à qui tu donnes des pouvoirs pour faire le bien. Au final, je sais pas, c'est un pur produit de son époque, et forcément moi j'aime bien revenir à des titres comme ça qui étaient hyper francs, avec juste un concept, et il n'y avait pas besoin d'avoir un truc un peu cynique où genre on sait que les lecteurs connaissent. C'est on y va franc jeu, la tête la première, souvent pour se prendre le mur, mais j'aime bien cette volonté. Noël approche à grands pas, est-ce qu'on peut offrir ce manga à Noël? Bien sûr, et en plus il est pas cher, c'est 2 € d'occasion. Désolé Rémi, je pense pas que tu pourras le ressortir sur les stands, mais en tout cas d'occasion il est trouvable pour 2 €, petit one shot, parfait. Ah oui, donc petit cadeau, vite fait sous le sapin. Exactement. Cadeau de Noël d'entreprise, on se fait chier pendant les Noëls d'entreprise. Mais c'est vrai ça. The Innocent. Moi mon budget c'est 10 €, du coup je gagnerais 8 €. Là tu peux en prendre 5. Putain, c'est trop cool. Merci. Il va donc, moi aussi j'offre des mangas au Noël d'entreprise tout le temps. Ouais. C'est le plus simple. Que j'aime pas, moi. Si tu en lis ça. Rémi, parle-nous de Lost Children pour quasiment terminer cette émission. Alors, Lost Children, c'est une création originale des éditions Kiun qui faisait partie de la première salve du Kiun Mag en 2018. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Et dans Lost Children, on va être dans un monde, dans une société de caste assez librement inspirée de l'Inde, où on va suivre 2 enfants, Ran et Yuri, qui appartiennent à des castes différentes. Ran est dans une caste inférieure. Normalement, ils n'auraient jamais pu se rencontrer, mais ils sont amis, ils partagent des passions communes. Et suite à un événement, leur vie va basculer, puisque Ran va rejoindre une milice armée qui veut opérer une révolution pour renverser ce système de caste très injuste. Ça va devenir un enfant soldat. Et de son côté, Yuri, lui, va rejoindre
un ordre religieux, ou plutôt presque un peu une secte, qui est une autre forme de contre-pouvoir dans cet état-là. Donc deux destinées différentes, et forcément ils vont se recroiser un peu plus tard. C'est une série qui tient en 10 tomes, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as eu l'occasion, alors toi, en travaillant comme tu travailles chez Kiun et comme c'est une création Kiun, ou certains de tes collègues de rencontrer Tomomi Sumiyama qui a signé Lost Children? Oui, on était plusieurs à avoir cette chance, puisque pour les 15 ans de Kiun, on est parti au Japon, et on a notamment une soirée avec la plupart des auteurs de création originale, et donc oui, on a pu la rencontrer. Et non, c'est quelqu'un de très inspirant, et qui est très motivé par les sujets d'inégalité de droit dans les sociétés. Elle évoquait l'Inde, mais également toutes les questions de droit au Japon, sur les minorités, quelles qu'elles soient, les étrangers, les homosexuels, les femmes, voilà. Et donc très inspirante. Elle a fait énormément de recherches pour ce manga-là, et c'est une de ses grosses forces, c'est que c'est un monde créé de toutes pièces, mais qui est ultra crédible. C'est très très réaliste, son système de caste, ce système politique, l'armée, toute l'organisation, ça pourrait complètement être réel en fait. Ouais, c'est ça qui t'a accueilli, qui fait que tu aimes ce manga. Il y a d'autres ingrédients qui t'ont poussé à vouloir en parler encore aujourd'hui? C'est ça principalement. Après, le dessin fonctionne très bien. On a un univers qui est encore une fois donc très dur, très réaliste, mais un dessin qui finalement, en tout cas pour le chara design, ça pourrait avoir sa place dans un Shonen Jump ou un magazine très axé Shonen Action. Donc, l'ensemble, je trouve, fonctionne vraiment très bien. Ouais. T'as aucun moyen de savoir que c'est une création. Quand tu le prends en main comme ça, c'est vraiment un titre qui pourrait parfaitement être édité au Japon. De toute façon, de plus en plus dans l'avenir, on verra plus vraiment de différence, si ce n'est la rythmique, si c'est sur un manga qui sort d'un magazine hebdo, qui aura toujours peut-être une rythmique particulière. Mais non, limite, là, je te autres, dirais que c'est par la thématique que tu peux comprendre que c'est pas japonais, parce que c'est pas des thématiques qui sont vraiment propres d'habitude au mangaka, la lutte des classes et compagnie. Et ça, de ce point de vue-là, tu peux te dire, ok, ça, je sens pas vraiment un titre qui vient d'une grosse maison d'édition japonaise. Tu vois. Oui, en fait, t'as un peu le fond, le rythme, ça pourrait être un manga historique, mais d'une société qui n'existe pas. Mais voilà. Putain, c'est vrai que t'as fait 3 mangas historiques. Non, mais dont une dystopie, mais un manga historique quand même. Pourquoi c'est oublié à ton avis? C'est oublié, alors peut-être une question de rythme, parce qu'elle prend vraiment le temps de dépeindre son univers, et elle commence assez rapidement avec un flashback qui peut-être perturbe dans le rythme. Et sinon, à l'époque de sa sortie, donc la promotion a été faite dans le Kiun Mag, et il y a un autre titre, si ce n'est 2, qui ont vraiment émergé à ce moment-là, qui ont pris toute la lumière. Il y a Beyond the Clouds, qui était sur la couverture du Kiun Mag, et qui a connu un énorme succès, qui a probablement cannibalisé un peu le succès potentiel de Lost Children. Et puis il y avait le retour de Tsutsui aussi avec Noise, donc peut-être un peu compliqué de se faire une place c'est de votre faute, ça. Vous êtes entretués vous-même. C'est ça. En tout cas, alors moi je vais te lire un commentaire que j'ai lu sur internet. Il y a marqué excellente série, pas assez mise en avant par l'éditeur. Donc voilà, tu sauras. On lui donne raison du coup. Bon bah voilà, maintenant ça y est, on la ressort de l'oubli à cause de ce commentaire. Mais il faut faire un corner au stand. Ouais, coup de cœur, 5e de couve. Par contre, non mais tous les commentaires c'est que des 18 ou 19 sur 20 du coup, j'avoue, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, enfin dans les 10 commentaires que je vois, il n'y a pas quelqu'un qui dit c'était nul, ne le lisez pas. Et c'est que des c'est trop bien, lisez-le, je comprends pas que personne ne le lise, un mot magnifique, on frôle la perfection. Bon là le mec il s'envole, mais alors que c'est signé Rémi. Mais alors pour le coup moi je suis passé à côté parce que j'ai trop de lecture et personne ne m'a forcé à le lire, mais là du coup je vais le lire. Mais vraiment, ouais, non, non, il est très cool ce titre en plus. On va le coincer dans les toilettes. Tu le lis maintenant. Non, il est très bien. Moi, j'avoue que l'année dernière, au moins c'est fini, on peut continuer. Quoi. Ça m'a étonné à l'époque que ça marche aussi peu, parce que avoir un premier seinen de création, c'était un des premiers seinen de création pour moi. J'étais sûr que ça allait emporter beaucoup plus que sur de la création shonen. Et en fait, non, la vie du seinen est quand même un petit peu dure en France, et d'autant plus pour les créations. On en a très peu au final. Mais ça va venir. Je sais pas si les potentiels lecteurs comprenaient de quoi ça allait parler avec la jaquette, avec le chara design. On s'attend peut-être plus à du shonen d'action avec cette jaquette. Je sais pas.
Après, en 2018, on va pas se mentir, il y avait Promise Neverland, il y avait énormément de mangas qui ouais, mais justement, pouvaient prendre, des titres comme Promise, ça attirait les gens en librairie qui pouvaient être curieux d'aller. Oui, derrière, essayer de trouver un titre. Exactement. Lost Children, donc c'est l'avant-dernier, c'était le 10e, ça devait être le dernier, mais j'en rajoute un petit dernier pour la route. Allez, en passant. Parce que je l'ai déjà fait, d'une part, dans les mangas oubliés. Super. Et parce que vous allez faire quoi? Et parce que je voulais aussi dire que ce manga aurait pu figurer dans le top 10 Kyun de la semaine prochaine. Tous ces mangas. C'est Bamboo Blade. Eh oui, j'ai toujours pas le tome 11, je trouve pas, personne le vend. Donc si vous avez le tome 11, de quoi plaît. parle Bamboo Blade? De toute façon, les premiers tomes sont vraiment trouvables assez facilement les premiers, aujourd'hui, les premiers. Par le 11, effectivement. On est au Japon, il y a un prof de kendo, Toraji Ishida, qui est dans le sale drap, qu'il est endetté, célibataire, loin de sa famille, il se nourrit quasiment que de nouilles instantanées, et un jour... Un ancien partenaire d'entraînement à lui propose un pari un peu farfelu, une année complète de sushi à volonté dans un super restaurant si l'équipe féminine de son école arrive à battre la sienne, qui est l'une des favorites du championnat. Et donc, évidemment, il saute sur l'occasion, c'est le problème. L'équipe féminine de son lycée, l'équipe féminine de kendo de son lycée, ne compte qu'un seul et unique membre. Et c'est là que va démarrer une sorte d'incroyable campagne de recrutement pour trouver 4 guerrières de plus et former l'équipe de kendo la plus redoutable du pays. Voilà de quoi parle Bamboo Blade et pourquoi il faut toujours se souvenir de ce manga. Pourquoi ce manga est si bien? Parce que c'est du kendo. Et t'adores le kendo. Je sais pas si j'adore le kendo, mais je suis toujours parti du principe qu'un jour j'aimerais faire du kendo. Attends, excuse-moi, mais t'as pas fait de l'escrime? Si. Mais voilà, c'est pour ça. T'es un de ces épéistes bizarres là. Heureusement, oui. Ce manga est drôle, il est surprenant, il use des codes du manga de sport, mais sans trop les poncer. On a toute la partie que moi j'aime beaucoup dans les mangas de sport, de rechercher des membres de l'équipe, par exemple, où on essaie de recruter. La formation de l'équipe à proprement parler. Voilà, et je trouve ça habile. On a les codes, mais avec un peu de déjà vu, mais pas trop. Et puis c'est des héroïnes dans le manga de sport, oui. Et ça c'est pas commun. Et à l'époque c'était vraiment pas commun pour le coup. Clairement. C'était quoi, au 17e, un truc comme ça? C'est à peu près. Ouais. N'importe où. En tout cas, l'héroïne est vraiment cool parce qu'elle est très charismatique alors qu'elle parle presque pas. Tout à fait. Très drôle. Fan de Tokusatsu. Moi, c'est ce qui m'a aussi. convaincu pour Bamboo Blade, c'est l'humour aussi. Et puis c'est oublié parce que les lecteurs en langue française ont vraiment mauvais goût. Je vois pas d'autre raison. Oui, bah c'est bien. C'est un manga de sport. Cherche pas, c'est un manga de sport. Surtout que là, du coup, je sais même pas qui t'accuse. Les lecteurs qui ont acheté ou les non-lecteurs. Du coup, ça veut dire à peu près tous les autres gens de. J'accuse, monsieur. C'est bien, c'est vague et précis, c'est cool. Voilà, donc c'est mon but, moi, dans la vie, c'est sortir ce manga de l'oubli. Non, mais un jour, j'aimerais bien faire du kendo. Et je me rendrais compte que ce manga parle très mal de kendo, peut-être. Alors, Rémi, est-ce que c'est possible d'avoir un petit espace pour que Maxime fasse des démos de kendo? Attends, à l'époque de la sortie, il y avait eu un documentaire qui avait été fait sur Bamboo Blade. C'est vrai. Incroyable. Mais voilà. Bon, non, mais je suis blessé en ce moment en plus. C'est les croisés, tu connais tout ça. Bah oui, donc je peux pas. Mais sinon, je serai en équipe de France de kendo. Hein. À la base. Il y a une équipe de France de kendo? Pourquoi il n'y en aurait pas? Parce qu'il y a de l'escrime. Bah et alors? Bah il y a pas de des équipes de France, même des sports moins connus. Pas. Je vais chercher. Ouais, cherche, mais à mon avis sur les compétitions internationales, tu dois bien avoir des équipes nationales. De France. Alors je vais taper équipe de France parce que sinon. Très bien. Bah vous saurez ça peut-être dans la prochaine émission, puisque ça y est, on arrive au bout de nos mangas oubliés. Alors on va essayer de vous mettre la liste sur internet, mais je vais faire un petit récap final. On a donc The Arms Peddlers, Jackals, Ad Astra, Run Day Burst, Bitter Virgin, Les Amants Sacrifiés, Cesare, Witch Hunter, The Innocent, Lost Children et Bamboo Blade, avec quasiment que des noms en anglais. Un peu de latin et en français, je crois. Ouais, c'est ça exactement. Mais elle est pas mal notre liste. Elle est pas mal, franchement, ouais, ça fait une jolie bibliothèque si on a tous ces mangas-là. Merci Rémi d'avoir participé, de t'être prêté au jeu. C'est pas toujours évident d'arriver comme ça et de se plier à l'exercice. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup également. Merci Johnny, merci Cagnard, merci à tous de nous avoir écoutés. Il y avait le championnat du monde cette année de kendo, on a perdu comme une merde. Mais on a une équipe de France. Il y en a une, oui mais regarde, elle sert à rien. Et bah voilà, mais j'étais pas là. Ah bah vu qu'elle sert à rien. Mais j'étais pas là, c'est tout. Non, je rigole, a priori ils sont très forts.
Bon, et du coup, n'hésitez pas à passer sur le stand Kiyun à Angoulême. Rémi a beaucoup de mangas d'amants sacrifiés à sacrifier. S'il vous plaît, on va faire en sorte qu'ils ne soient pas renvoyés. Donc, allez acheter sur Kiyun. Merci à tous de nous avoir écoutés. À dimanche, à la semaine prochaine. Ciao, salut. Salut.